Dans Faites-moi lire aux dialogues européens, je reçois l'une des meilleures spécialistes françaises de l'espace post-soviétique, Elsa Vidal. Journaliste essayiste, elle est depuis 2022 rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, l'un des très rares médias francophones qui parlent directement aux Russes dans leur langue afin de contrer la propagande du Kremlin. Elle publie cette année un essai essentiel, La fascination russe. Avec elle, nous allons comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans la Russie de Poutine, dans les opinions européennes, dans la guerre d'Ukraine, mais aussi dans l'espace du renseignement et de la désinformation. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour. À qui parlez-vous? Qui vous écoute? Qui écoute RFI en langue russe? Alors, on nous lit et on nous écoute moins sur les réseaux sociaux essentiellement, puisque d'une part, RFI en russe a été banni très tôt au début de la guerre de l'espace radiophonique russe. Il est désormais possible essentiellement de nous lire et de prendre connaissance de nos productions à partir de WhatsApp, qui a eu un succès étonnant, et bien sûr de Telegram, de X, tant que les réseaux sociaux restent accessibles aux Russes, sachant que ce temps est compté désormais, puisqu'il y a des plans de déconnexion complète de l'Internet russe du web international. Et bien, tant que ce temps est disponible, nous avons encore accès à des franges de la Russie qui sont ceux, ou celles plutôt, qui ont toujours eu envie d'avoir au moins un pendant, un miroir extérieur sur leur actualité, ce miroir provenant de médias situés à l'étranger. La différence, peut-être nous singularisant, c'est que nous publions en russe intégralement. La totalité des journalistes sont russes également. Donc il y a une volonté de faire entendre un point de vue russe tout à fait différent de celui qui s'élabore dans les médias officiels. Et qu'est-ce qu'elle peut demander? De la pédagogie, du contre-récit, des témoignages, des analyses? Alors, des analyses, absolument, quand il s'agit de personnalités très fortes ou de témoins de premier ordre, qui peuvent être des politistes, des militants, mais aussi des personnalités qui, par leur engagement personnel, sont devenues un peu phares, comme Sacha Skotchilenko, qui avait été donc une artiste arrêtée pour avoir mis des tags... transformé, subverti des étiquettes de prix dans des supermarchés dans la région de Saint-Pétersbourg en disant à la place de 400 roubles, 400 morts à Mariupol, qui a été condamné à une très longue peine de prison et qui a fait l'échange, par exemple, l'objet d'un échange historique entre des prisonniers en Russie et des prisonniers aux États-Unis, des prisonniers russes. Il y a donc cette demande de récits très humains, très incarnés, des récits longs. Je crois que les lecteurs russes qui viennent vers RFI sont demandeurs d'expériences humaines. Il y a une distance vis-à-vis de tout ce qui est institutionnel, parce que le politique est quand même connoté plutôt négativement en Russie. Et il y a aussi une demande parfois d'explication, de décodage de ce que sont les positionnements français et européens et du fonctionnement de nos institutions. Bien sûr. Loin des déclarations un peu trop généralistes. Mais il y a aussi toujours une grande demande pour de la culture, des chroniques culturelles. Et puis de l'intérêt pour la France, parce qu'il y a un besoin, je pense, aussi d'évasion, qui était déjà très présent pendant la période soviétique et qui redevient présent. Oui, de toute façon, la France a toujours occupé un rôle très particulier dans l'imaginaire russe. Absolument, tout comme la Russie occupe un rôle assez particulier dans l'imaginaire français. Nous allons y revenir, et avant d'y venir, une petite parenthèse sur l'information que vous donniez tout à l'heure. À quel horizon pourrait advenir ce débranchement des DNS russes? On envisage l'année prochaine en réalité, parce qu'il y a de nombreux tests qui ont été réalisés dans plusieurs régions. D'une part, de coupure du signal Internet et de la connexion, souvent en invoquant les nécessités de la défense anti-drone. Il y a des paramètres techniques qui ont été développés et il y a la production de ce réseau social national ou patriotique, Max, qui pourrait aussi servir de pièce d'identité et qui pourrait, selon les plans actuels, devenir obligatoire pour chacun, en s'inspirant d'un modèle que nous avons déjà largement couvert, mais c'était il y a quelques années, le modèle russe. Oui, l'Internet chinois. C'est-à-dire finalement un accès toujours lié à une reconnaissance de l'identité. Plus d'anonymat. Plus d'anonymat, oui. Et puis un contrôle très fort avec des poursuites
pour toute infraction concernant des délits d'opinion. C'est ça. Dans votre essai « La fascination russe », vous analysez 30 ans de complaisance française à l'égard du Kremlin. D'où vient, selon vous, cette fascination qui a touché à la fois les élites politiques, mais aussi culturelles, intellectuelles en général? Alors pour moi, elle vient principalement de deux facteurs. Un facteur lié à la politique étrangère. Elle tient à ce que tant à droite de l'échiquier français politique qu'à gauche, il y a eu la nécessité de penser la Russie et l'Union soviétique, souvent en les confondant, à gauche de l'échiquier français comme un remède à l'hyperpuissance américaine et comme une alternative à l'hyperpuissance américaine, parfois même comme un moyen de brutaliser des États-Unis jugés trop dominateurs vis-à-vis de la France, donc avec l'idée d'une impuissance française que viendrait compenser l'Union soviétique puis la Russie poutinienne. Et puis à droite, c'est un projet anti-moderne. En réalité, c'est la perpétuation d'une image de la Russie qui en fait le refuge des anti-révolutionnaires, c'est-à-dire des aristocrates français qui fuient la Révolution, puis de l'immigration blanche, et qui est porteuse d'une vision européenne qui serait nationale, qui serait chrétienne, Oui, c'est ça. et qui serait impériale. Et donc, elle se nourrit aussi des douleurs, je dirais un peu du membre manquant, c'est-à-dire l'empire que la France a perdu. Et ce qui stimule cette adhésion à l'heure actuelle, c'est que là où la France doit continuer à faire un travail de mémoire dans son détachement vis-à-vis de son expérience coloniale, la Russie refuse de le faire, la Russie actuelle, dans sa dernière occurrence, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Eh bien, la Russie actuelle refuse ce travail, réaffirme une prééminence, une mission particulière pour la Russie dans le monde, et c'est nécessairement très désirable pour une partie d'un électorat et d'acteurs politiques français qui, eux, voudraient aussi voir en la France une grandeur perdue, la retrouver, la recouvrer à travers un homme fort, généralement la figure tutélaire du général de Gaulle qui est mise à toutes les sauces, et s'appuyant aussi sur une composante chrétienne. Oui, donc finalement, c'est une sorte d'artefact à la volonté non digérée de restaurer un impérialisme. Oui. Que ce soit pour, encore une fois, s'abstraire de l'héritage de la Révolution, ou que ce soit pour lutter contre l'impérialisme américain. Il y a en tout cas ces deux ombres croisées de la Russie qui, pour moi, pèsent et empêchent le chemin vers la connaissance de la Russie depuis la Russie, pas au terme du rôle qu'elle peut jouer dans la scène internationale, mais quel est ce pays, quelle est sa politique, que veulent ce dirigeant, et qu'est-elle véritablement aussi sur le temps long comme allié ou comme opposant aux différents projets français. Je dirais qu'il est quasiment, même si c'est déplorable, inévitable qu'il en soit ainsi, qu'on soit toujours en train de parler de nos voisins distants sur un monde fantasmagorique, parce qu'il y a en réalité, et c'est un constat vraiment amer, un caractère secondaire de la politique étrangère dans le débat politique. La politique étrangère, c'est très souvent une danseuse, si vous voulez bien me passer l'expression, pour des candidats qui sont d'abord très occupés, et c'est normal, à parler de conséquences immédiates et quotidiennes pour la population. Et souvent, la politique étrangère, c'est l'occasion de se permettre des envolées lyriques à peu de frais, sauf quand la guerre devient potentiellement réel, ce qui est peut-être le cas à notre époque, on peut se payer de mots et ça ne porte pas à conséquence. Un troisième versant, parce que vous citez toute la partie contre-révolutionnaire, la partie plus post-gaulliste, mais il y a quand même un troisième versant que vous n'avez pas encore abordé, qui est le versant de l'extrême gauche, le versant communiste, qui voit aussi dans Poutine et la Russie évidemment quelque chose. Le contrepoids dont je parlais, c'est-à-dire le moyen de brutaliser les États-Unis, et qui serait effectivement le centre le plus dangereux pour notre souveraineté. Alors ça passe par le fait de cultiver la mythologie et donc la confusion entre Union soviétique et Russie, la mythologie des sacrifices
consentis par l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale et loin de dire qu'il n'y en a pas de sacrifice. Très outré. Très outré, très travaillé, très politisé, très construit comme un corpus de litanies qui sont préparés spécifiquement pour le public politique, c'est-à-dire pour la classe politique, militaire et du renseignement français. C'est-à-dire que les diplomates russes ne s'adressent pas aux diplomates allemands en utilisant le même corpus de référence. Si vous prenez par exemple les discours d'Alexandre Orlov, un ancien ambassadeur russe, agent du KGB et très bon agent d'influence en France, il prend toujours soin de rappeler le bataillon Normandie-Niemen, de rappeler l'alliance entre Charles de Gaulle et l'Union soviétique en 1942-1943, de rappeler tout le mépris que sont supposés nous porter les alliés américains, cet allié américain très encombrant, et il l'est sans doute. Tout cela pour faire vivre une espèce une préférence qui devrait être naturelle. Et moi, je suis toujours très méfiante. Dès que dans un texte politique, on me parle de naturalité, ce qui n'existe pas dans l'histoire, je suppose qu'il y a au contraire des instrumentalisation des affects. Voilà, toujours. La mobilisation, finalement, d'un projet politique en passant par l'affect. Mais c'est très étonnant comme on oublie de rappeler l'accord Molotov-Ribbentrop. Absolument, et c'était à ma très grande surprise en travaillant pour le livre, je me suis rendu compte que dans mon cheminement historique et en tant que simplement lycéenne dans l'éducation nationale française, je n'avais jamais vu d'image, ni photo, ni vidéo d'un défilé conjoint entre les troupes nazies et des troupes soviétiques en Pologne occupée et partagée à Brest-Litovsk, avec une alliance militaire pleine et entière. C'est-à-dire que la bataille contre le nazisme s'enclenche non pas par idéologie, mais par sursaut patriote du côté des élites soviétiques, et qu'il n'y a qu'un calcul politique. Et même la question du chiffre des victimes tombées côté soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale est une question essentiellement politisée. Il faut bien se rappeler qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Staline ne voulait pas qu'on admette plus de 7 millions de morts, puisqu'il ne voulait absolument pas que l'Union soviétique puisse paraître comme une victime, ni comme faible. Et il était essentiel de présenter d'ailleurs ces morts et ces héros soviétiques comme des Russes. Donc la participation et les sacrifices des républiques fédérées au sein de l'Union soviétique a toujours été passé sous le boisseau, de même que l'antisémitisme et finalement les massacres qui ont visé les communautés juives dans l'espace soviétique. Il y a véritablement une appropriation par le récit russe de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, une minoration du chiffre des victimes, puis une extrapolation pour essayer de gagner finalement un levier dans le débat international. Ce sont les médecins juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient déjà disparu 10 ans Exactement. avant. D'ailleurs, il faut toujours rappeler aux Français que Maurice Thorez, vous devez être au courant, avait décidé de parler du Parti communiste comme le parti des 250 000 fusillés, et Staline lui aurait dit que ça faisait quand même un petit peu beaucoup. Il est descendu à 75 000. C'est déjà pas mal. Ça reste une abstraction, malheureusement, dans ces chiffres, dans ces ordres de grandeur. Vous écrivez que nous nous trompons profondément sur la manière dont les dirigeants perçoivent le monde. C'est quoi cette erreur fondamentale, Elsa Vidal ? Je pense que un des grands problèmes de la part notamment des observateurs de la Russie, souvent des universitaires, mais aussi des journalistes, c'est qu'on nous donnons le primat aux idées et aux théories et à une forme de sincérité politique, une adhésion à des principes, et nous laissons de côté des logiques de pouvoir, des dynamiques de pouvoir, tout simplement, j'ai envie de dire, parce que notre expérience personnelle et la manière dont nous pouvons rencontrer le succès dans nos sphères respectives professionnelles se fait par la compétition dans la sophistication de nos idées, la sophistication de nos arguments, notre capacité de conviction et donc à développer un argumentaire. Or, la nature du pouvoir est tout à fait étrangère à cela. Et il n'y a pas de dirigeants à l'heure actuelle, que ce soit aux États-Unis ou en Russie, qui soient des universitaires, ni même des intellectuels. On peut se rappeler de Václav Havel et puis de Bronislaw Geremiok, qui sont des exceptions au sortir de périodes très sombres. Mais ce sont des exceptions
perception. Et je pense qu'on minimise totalement ou on passe à côté de la nature essentielle du pouvoir, c'est-à-dire de sa brutalité, de sa nécessaire capacité d'adaptation multiforme. Calculatrice. Qui est calculatrice, absolument libre de toute morale la plupart du temps, et qui finalement revient à faire analyser par des spécialistes qui ont des bacs plus 10, des processus de réflexion qui appartiennent à des élites très fermées et qui ne sont pas du tout sensibles à ce genre d'arguments. Et vous avez travaillé depuis 20 ans sur les sociétés post-soviétiques et les droits humains du reste. Est-ce qu'on assiste à un retour de l'espionnage à l'ancienne ou plutôt à un mélange inédit entre cyber, influence et infiltration ? Je crois que c'est remis au goût du jour avec toute la portée technologique de notre époque qui, honnêtement, s'accélère et dont il est difficile de suivre le tempo, mais que ça reste quand même une vieille école. Et par vieille, je ne veux pas dire qu'elle est dépassée, mais c'est une école de la déstabilisation et de la guerre informationnelle avant et pour économiser les moyens de la guerre conventionnelle, qui est quand même très ancienne. D'une part, elle est complètement dans l'ADN du régime bolchevique. Il y a véritablement 80 années passées à fourbir des activités de déstabilisation d'abord, et éventuellement du sabotage, et éventuellement des assassinats, et puis des agressions en bonne et due forme. Il y a période impériale, finalement, connaissait déjà ce genre de problématiques et de travail plutôt en pourtour de l'Empire russe. Donc pour moi, on est dans un continuum de la culture polémique en Russie, hérité de l'Union soviétique, c'est-à-dire une très grande attention à la capacité à exploiter les faiblesses de l'adversaire et finalement à le défaire sans devoir le confronter sur le champ de bataille, ce qui est typique de tout ce qu'on a pu apprendre par des transfuges du KGB qui disaient bien que 80% du travail du KGB, c'était d'abord de l'agite-prop et de la déstabilisation et 20% de mesures actives brutales. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes des sociétés ouvertes, devenues extrêmement perméables via les réseaux sociaux, il y a une chambre d'écho qui nous rend extrêmement, encore une fois, réceptifs au récit. Agite-prop, agitation, propagande, pour préciser votre pensée. Elsa Vidal, la propagande russe est redoutablement efficace, y compris en Occident. Pourquoi ça marche si bien ? Pourquoi précisément l'agitation-propagande arrive toujours à trouver un terrain fertile chez nous? Et question, comment se fait-il que nos propres services de renseignement, nos propres services de l'État, nos propres services technologiques n'arrivent pas à former nos sociétés à résister à ce type d'attaque chaude ou froide ? Vaste question. Je dirais que la première chose qui me frappe, c'est que la lutte contre la désinformation et la déstabilisation est rendue difficile par deux traits. Un trait structurel, celui de la démocratie, qui tente à vouloir construire des sociétés pacifiées. Et quand nous sommes attaqués par des rivaux ou des adversaires ou des ennemis qui, eux, ont intégré parmi leur arsenal d'action la capacité offensive, eh bien, notre première réaction ne peut pas être à la hauteur. La liberté d'expression, la permissivité vis-à-vis des messages qu'on peut publier dans l'espace public est dans un premier temps un handicap face à cette réaction. Le premier piège, ce serait de vouloir réagir comme un régime autoritaire et de tout verrouiller. C'est le piège qui est tendu. Mais le deuxième moment, et c'est là, je pense, que est la réponse possible, même si l'époque est plutôt pessimiste de ce point de vue-là, et me rend pessimiste de ce point de vue-là, c'est la défiance. S'il y a cohésion et s'il y a confiance, il y a par nature peu de prise, ou alors cette prise reste contingentée dans des segments de la population périphériques. C'est tout à fait fini. À l'heure actuelle, il y a une demande de contestation, une défiance vis-à-vis des élites et des institutions, y compris les universitaires, y compris les journalistes, toute forme d'experts, un désenchantement et une distance entre la population et ce qu'elle désigne comme ses dirigeants ou ses élites, qui font que, de ce point de vue-là, nous avons énormément de chemin à parcourir. Mais
c'est peut-être ce qui nous permet d'espérer. Ce constat-là est essentiellement vrai dans cette zone fantasmagorique et où se déverse l'imaginaire que sont les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, à l'heure actuelle, dans nos interactions, on ne voit pas le même niveau de tension, même si tension il y a, que dans les échanges extrêmement brutaux des réseaux sociaux qui en plus valorisent, c'est-à-dire donnent beaucoup plus de vues et donc de la reconnaissance aux opinions les plus radicales. Dans la rue, les opinions les plus radicales exprimées de la manière la plus brutale vous amènent à rarement une reconnaissance. Donc on a encore cette capacité à temporiser. J'ajouterais que l'autre élément qui fait peut-être espoir, c'est que ceux qui votent le plus sont des générations qui ont été formées par l'école républicaine comme des citoyens et des démocrates bon teint, qui ne demandent qu'une chose, c'est garder une forme de vie pacifiée cohésive. Mais la jeunesse, plus les classes populaires, à qui on n'a pas prêté attention pendant 40 ans en reléguant leurs revendications dans un espace soit de bêtises, soit en leur prêtant de mauvais sentiments, eh bien ces partis-là sont nécessairement plus enclines à ouvrir leurs portes et leurs espaces de réflexion à ces arguments qui font juste feu de leur ressentiment qui a tout lieu d'être. La question, c'est au profit de qui fonctionne ce ressentiment. C'est ça. Est-ce qu'on est capable de se dire l'action ou l'opinion que je suis en train de former en moi-même profite à un acteur étranger, sachant qu'en plus, il faut quand même savoir que du côté russe, les traîtres sont extrêmement mal perçus. Donc, il n'y aura pas de gloire ni de gloriole à attendre de soutenir les arguments russes parce que les Russes sont patriotes et un Français qui n'est pas patriote sera dans leur échelle de valeur véritablement très très bas, plus bas que terre. Vous revenez en février 2026 chez Gallimard avec un ouvrage qui s'intitulera « Que pensent les Russes ?», qui est une sorte de réponse en miroir à la fascination russe, n'est-ce pas? Oui, c'est l'occasion d'aller voir comment dans la population russe, dans les populations russes, étant donné leur diversité, le problème de la guerre, de la paix, et de comment vivre dans cet état répressif renforcé s'organise, comment les gens se protègent, comment ils jugent la guerre, comment on peut être très opposé à la guerre sans être opposé à Vladimir Poutine, très opposé à Vladimir Poutine, opposé à la guerre, mais malgré tout ne pas sortir dans les rues parce qu'il y a un climat répressif extrêmement brutal. Comment s'organise la solidarité, surtout la solidarité que les Français ne sont pas capable d'imaginer parce qu'elle prend des formes très différentes dans une société individualisée et très critique du politique qu'est la Russie, alors que nous avons confiance par exemple dans les associations, dans les ONG, à peu près un Français sur deux donne de l'argent à une ONG. En Russie, les ONG ne bénéficient pas du même crédit. Donc il y a un imaginaire politique, une capacité d'action, une mobilisation de la société civile en Russie qui prend une forme qui nous échappe largement. Pour les rencontrer, on est obligé vraiment de se décentrer et de faire confiance à certaines équipes absolument incroyables qui partent sous couverture dans des régions russes, frontalières de l'Ukraine ou en Extrême-Orient, qui sont pourvoyeuses de la plus grande proportion de combattants, mais aussi à Moscou ou dans des villes moyennes, à la rencontre justement de l'opinion publique au-delà des simples questions. Soutenez-vous la guerre? Êtes-vous contre la guerre? À quelles conditions voulez-vous que la Russie conclue une paix? Et ça nous permet de véritablement comprendre qui sont les plus grands soutiens à la guerre. Et malheureusement, ce sont les grands-mères russes pour lesquelles nous avons tous un attachement. Mais ce sont elles qui ont été activement travaillées par les médias d'État, par la propagande, et qui, notamment, utilisant tout un lexique et des imageries propres à la Seconde Guerre mondiale, interdisent finalement de condamner l'armée, les jeunes gars qui vont se battre. Faire preuve de compassion, c'est aussi soutenir les gars qui partent combattre parce qu'aucun d'entre eux ne voudrait faire la guerre. Alors, il y en a qui la veulent, mais il y a nécessairement ce postulat que c'est une catastrophe pour les jeunes gars qui partent. Ils sont mal équipés, ils sont maltraités par l'armée, et donc c'est une forme de compassion première que de s'occuper de leur envoyer des vêtements chauds, de la nourriture. Et puis, c'est aussi un moyen pour cette société civile très entravée
brutalisés par le pouvoir, il y a quand même plus de 20 000 prisonniers politiques en Russie, de sortir de l'impuissance. On a tous besoin d'agir, de s'organiser pour ne pas subir. Et c'est aussi ce qui explique cet engouement pour le bénévolat. Donc très loin d'une société russe amorphe, dans ce livre on parle des formes propres à la Russie de mobilisation. Et puis, on voit toute la complexité, on voit aussi les attentes de paix qui sont très élevées. On voit surtout que les autorités sont les plus grandes consommatrices et commanditaires de sondages parce qu'elles ont besoin de connaître le pays qui, au fur et à mesure que les couches de propagande et de déclaration se superposent, devient de moins en moins accessible. Certes, mais Elsa Vidal, cette mobilisation, elle survient sur un fond de résignation quand même. Oui, absolument. Il y a un fond en fait, ce qui est probablement le rempart le plus efficace contre un soulèvement en Russie, et donc qui bénéficie aux autorités, c'est c'est le mépris total pour le fait politique et la croyance très profonde qu'il n'y a pas d'action collective qui puisse réussir. Les individus sont isolés dans des groupes, pas seuls, mais dans des groupes qui se reconnaissent entre eux, mais il n'y a pas de conception collective de la nation, sauf dans une opposition à un ennemi extérieur, et auquel cas, la réponse passe par la guerre. Et donc on est bloqué dans cette situation où il y a des actions, des activités, des espoirs pour la résistance, mais limités, archipélisés, et qui n'ont pas pour vocation de changer le régime. Et donc c'est d'autant plus vrai depuis la mort de Navalny, finalement. Absolument, puisque le martyre de Navalny, auquel il a consenti en revenant en Russie, a eu pour but d'entendre qu'il existe malgré tout un bien sur Terre, que l'homme peut faire du bien sur Terre, mais dans l'ensemble, le monde est mauvais, il n'y a que des mauvais choix, et les dirigeants sont tolérés parce qu'ils protègent le pays contre un chaos plus fondamental à l'extérieur des frontières, et on doit s'accommoder d'un mal nécessaire, mais la plupart des Russes s'efforcent de vivre leur vie à distance du politique. Quelque chose de très surprenant pour un citoyen français, pour qui voter ou avoir contact avec la sécurité sociale peut être éventuellement irritant, mais rarement source de danger. Eh bien, se tenir à distance des institutions en Russie, c'est simplement un mode de survie. Bon, c'est une des premières choses qu'on m'avait dites en Russie, certes au début des années 90. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, n'appelle pas la police. C'est pas du tout quelque chose de naturel pour un Français de se dire jamais je n'irai au contact de l'État ni de la police. Il y a une volonté de vivre sa vie en marge parce que les gens de qualité, les gens décents, se trouvent dans cet espace en marge. Ceux qui vont vers le politique sont des carnivores ou des cannibales et ils savent à quoi ils s'exposent. En conséquence de quoi, quand ils sont broyés par ce système, il y a à la fois la reconnaissance de la tragédie humaine et en même temps le côté, oui, mais enfin bon, ils savaient très bien à quoi ils s'exposaient en allant chasser sur les hautes terres, puisque là ne vivent que de grands fauves, et si vous voulez vivre une vie humaine simple, eh bien vous vous éloignez du politique, vous vous focalisez sur votre vie familiale, votre vie professionnelle. On peut tout à fait vivre sa vie en Russie dans les interstices, loin du politique, mais effectivement, cela fait des citoyens qui sont privés d'une capacité d'action et qui, en quelque sorte, l'acceptent. Quand ils ne l'acceptent pas, le prix à payer est extrêmement élevé. Les jeunes générations sont beaucoup plus enclines à le payer, mais elles ont aussi quitté la Russie quand elles ont pu le faire. Et puis aujourd'hui, elles se trouvent quand même dans une situation terrible, c'est-à-dire qu'il est impossible aux Russes qui sont véritablement en désaccord avec cette guerre de pouvoir reconstruire leur vie à l'étranger. En Europe, c'est très difficile. Il y a une logique à cela, une logique politique de notre côté à cela, mais de fait, nous avons désormais en Russie un socle qui est quand même beaucoup plus homogène pour Vladimir Poutine, un socle de citoyens, puisque les plus opposés sont partis. Ceux qui restent, qui voudraient partir, ne le peuvent pas, et ils vivent aussi dans un espace informationnel où la propagande les gagne peu à peu. Et c'est d'ailleurs ce dont témoignent certaines des personnes avec qui j'ai pu discuter, parce que bien que très opposés à la guerre et se concevant comme des Européens, ils se sentent aussi rejetés, ils se sentent aussi dans l'incapacité de quitter la Russie et de reconstruire une vie dignement en Europe. Et cela vient nourrir, malgré tout, un peu par érosion lente et progressive, l'idée qu'il y a une scission quasiment inévitable entre Russes et Européens.
Pour information, depuis 2022, près d'1 million de Russes ont quitté la Russie. À vous entendre, Elsa Vidal, aucune révolte n'est plus possible. Des révoltes individuelles, des révoltes limitées, mais un changement de régime par la rue, non, je ne pense pas du tout que ce soit à l'ordre du jour. Je ne pense pas que les Russes en rêvent. Ils rêvent probablement plus, en tout cas ceux avec qui j'ai parlé, d'une alternance qui serait d'ailleurs mise en scène et organisée à l'intérieur des cercles du pouvoir, très probablement avec un leader conservateur qui aurait l'assentiment des services de sécurité qui ont pris un poids déterminant dans le système à la faveur de la guerre, qui là véritablement peuvent se permettre de faire des raids sur des entreprises du système militaro-industriel florissantes qui finalement ont réussi à pousser dehors un ancien conseiller très proche de Vladimir Poutine, Dmitri Kozak, et qui finalement seraient les seuls capables d'orchestrer encore une fois cette succession avec un leader conservateur qui serait tout simplement plus un leader guerrier, qui accepterait de ne pas recourir à la guerre à l'extérieur des frontières de la Russie. Quant au tour de vis à l'intérieur, vous savez, lorsqu'on a pris un arsenal répressif, quand on a adopté un arsenal législatif répressif, il est très très rare qu'on soit disposé à s'en défaire. Bien Donc sûr. on est plutôt parti effectivement vers au mieux une Russie conservatrice qui continuera à exercer un contrôle très très fort sur ses citoyens, d'autant plus qu'elle est quand même sur le siège arrière de la Chine désormais et qu'il sera difficile de défaire cette emprise. Oui, donc un profil un peu à la Medvedev, comme on Oui, avait. Ouais, c'est ça. ça pourrait être ça. Avant de conclure, vous parlez de la Russie, de la Chine, pardon. C'est un point quand même très important parce qu'on peut quand même. Pensez-vous qu'on peut dire que maintenant la Russie est devenue le vassal de la Chine d'un point de vue économique? Je parle de la mise en location d'une partie d'ailleurs de la Sibérie comme base arrière pour la Chine. Alors c'est en tout cas un souci très présent, notamment dans les rangs du FSB, qui a bien conscience de ce risque-là, étant donné les intégrations économiques et la dépendance financière et grandissante qui s'exerce vis-à-vis de la Chine. Il y a malgré tout toujours eu cette crainte, toujours, je ne devrais pas employer ce terme. Il y a déjà, dès les années 90, des scénarios qui sont développés en Russie par crainte du péril jaune, tout simplement, c'est-à-dire d'une arrivée démographique importante de citoyens chinois dans l'espace quasi vide en population, mais riche en ressources naturelles du plateau sibérien. Il y a donc cette peur qui est très agissante et qui fait que, pour l'instant, publiquement, les autorités, les dirigeants russes sont alignés sur la Chine, mais au sein des services de sécurité, il y a la volonté de se prémunir contre une vassalisation totale. Est-ce que ce sera possible? C'est très difficile à dire. Plus tôt la guerre s'arrête, plus il est possible pour les Russes de s'extraire de cette accolade extrêmement dangereuse. Mais Xi Jinping a quand même une vision qui, à mon avis, est en affinité avec celle de Vladimir Poutine à l'heure actuelle. Il veut éviter à son pays ce qu'il considère avoir été l'erreur de la perestroïka, et Vladimir Poutine lui-même est en train de tenter de remonter le temps pour recentrer la Russie autour du Kremlin et en faire effectivement ce que l'URSS avait pu avoir comme très distinctif, c'est-à-dire une centralisation extrême des décisions et un caractère assez amorphe de la société civile, c'est-à-dire qu'ils ne viennent jamais mettre en péril les dirigeants. Un dernier point, tout ça pourrait agir sur la société russe et a agi, mais avec quelque chose qui est malheureusement inexorable, qui est la chute démographique. Absolument, il y a ce facteur extraordinairement révolutionnaire de la démographie, puisque si on se projette à 30 ans, la démographie russe serait inférieure prévoit que la population serait inférieure à celle de l'Empire, et qui va donc poser la question de l'importation de main-d'œuvre. C'est une question qui se pose un peu aussi pour nous, mais pas dans des termes aussi accentués.
l'importation d'immigrants. Et là, étant donné la participation de migrants d'Asie centrale aux attentats du Crocus City Hall, ceux-ci sont gardés à distance. On voit donc apparaître en Russie des migrants de Côte d'Ivoire, mais aussi du Sri Lanka et du sous-continent indien, pour remplacer ces migrants d'Asie centrale qui jouent un rôle déterminant dans l'économie. Mais cela va en contradiction directe, ça rentre en contradiction directe avec le choix idéologique de Vladimir Poutine, qui veut placer le peuple russe, l'idéologie russe, je dirais même grand russe, au centre d'un renouveau. Il veut résoudre une forme de crise identitaire en favorisant les Russes slaves orthodoxes. Or, la Russie est une fédération, plus de 190 groupes nationaux, des dizaines de langues officielles, un caractère multiconfessionnel. Ah oui. Ceci n'est pas compatible avec la course démographique du pays. C'est donc véritablement une illusion qui est entretenue dans les discours politiques et qui ne pourra pas préserver la Russie de ce grand défi. Le chef d'état-major, le général Mandon, le chef d'état-major français, a déclaré le 18 novembre « Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement si nous ne sommes pas prêts à cela. Nous sommes en risque. » Vous qui connaissez la logique militaire et la réalité russe, comment avez-vous reçu ce discours ? Je l'ai reçu comme un coup répété sur un cercueil où le général Mandon avait commencé à déjà placer quelques clous, quelques traces. J'ai trouvé que j'ai été personnellement mal à l'aise avec le cadre dans lequel ce discours a eu lieu, c'est-à-dire devant les maires de France, qui ne semble pas le niveau institutionnel adéquat, et l'expression présentée comme telle, coupée comme telle, un peu malheureuse. Mais en réalité, si on écoute la totalité du discours, on comprend très bien que les enfants auxquels il fait référence sont les enfants de la nation, et donc les militaires professionnels, puisqu'il n'existe plus d'armée de conscription à l'heure actuelle en France, même si effectivement la guerre étant déclarée, on pourrait décréter une mobilisation générale, mais c'est ultra hypothétique. En revanche, je pense qu'il est très important pour les Français et les Européens de comprendre qu'on ne choisit pas d'avoir quelqu'un pour ennemi quand on est désigné pour ennemi. La seule chose que nous pouvons faire, c'est, si nous voulons préserver notre mode de vie et nos libertés, c'est de les défendre. Faute de quoi, nous pouvons tout simplement commencer par donner les clés de nos démocraties directement à ceux qui veulent s'en emparer. La liberté, une forme d'égalité et la fraternité, ça a un coût. Nous avons été préservés de celui-ci pendant 70 ans. Je ne dis pas qu'il va falloir le payer à nouveau, mais si nous devions le payer, je pense qu'il est très important de réfléchir à ce que nous sommes prêts à sacrifier et ce que nous pouvons faire, nation, avec nos voisins européens, pour défendre ce que nous sommes et notre mode de vie. Est-ce que nous croyons ? Oui. Et peut-être aussi penser la mort, parce que penser la guerre, ça veut dire penser la mort, et ça veut dire accepter, d'abord reconnaître que nous mourrons tous, mais quelle est la bonne mort ? Quelle est la mort que nous souhaitons aussi éventuellement pour parachever notre vie ? À quoi notre vie et notre mort peuvent être mises à profit ? Il n'y a pas, il me semble, toujours d'opprobre, de honte ou de refus à opposer à une mort juste dans une guerre juste.